Salut les fous du volant, ravi de vous retrouver pour évoquer avec vous le Grand Prix de Miami qui s'est déroulé dimanche dernier avec la 3e victoire consécutive de Oscar Piastri qui creuse l'écart au championnat. Et il danse maintenant, Stéphane, après ses victoires, Oscar. À cause d'un pari perdu. Mais c'est vrai qu'il commence à briser la glace, en fait, celui qu'on appelle Ice Boy chez McLaren, parce qu'il y a eu un Iceman aussi chez McLaren. On a l'habitude de ces prédateurs à sang-froid chez McLaren, on les aime beaucoup. Là, il est bien installé maintenant comme favori. Moi, je trouve qu'on a assisté à un tournant à Miami sur le résultat, mais surtout sur la forme par rapport à Norris. Et on fera justement un point, puisque avec ce Grand Prix de Miami, on a finalement conclu le premier quart de la saison 2025. On fera le bilan, et notamment donc, du côté de chez McLaren. Grosse ambiance à la radio aussi chez Ferrari pendant ce Grand Prix floridien, avec des échanges plutôt acerbes de la part de Lewis Hamilton. Alors ça souligne à la fois la montée en pression à 15 jours du Grand Prix en Émilie-Romagne à Imola. On prendra un petit peu le temps d'analyser ce qui s'est dit, et puis on prendra aussi la température sur place avec Guillaume Pacini, qui écrit régulièrement sur le site eurosport.fr et qui est justement dans nos locaux aujourd'hui, qui viendra nous dire comment c'est perçu en Italie, comment ça monte petit à petit avant ce Grand Prix. Je savais qu'il était dans les locaux très très vite. En rentrant le parking, la Ferrari était là. Ah ouais, il n'a pas la même voiture de fonction que nous. Voilà. Ok. Et puis on a un invité prestigieux aujourd'hui, quadruple champion du monde d'endurance, quadruple vainqueur aux 24 heures du Mans, pilote au simulateur chez Red Bull, Sébastien Buemi, qui sera avec nous dans quelques minutes. Bon, avant ça, quelques mots quand même, Stéphane, à propos d'Alpine. Parce que, alors c'est pas encore officiel au moment où on enregistre les fous du volant aujourd'hui, mais ça semble de plus en plus dans les tuyaux. Ça a été mentionné par un site internet qui est toujours très très bien renseigné, qui s'appelle The Race, qui a été repris par nos confrères de l'équipe. Il semble bien que Jack Doohan ait été remercié par l'équipe dirigée par Oliver Hawks et qui sera donc remplacé par Franco Colapinto à partir de la prochaine épreuve. Ouais, j'ai dit l'équipe dirigée par Oliver Hawks. C'est plutôt Flavio Briatore. On ne sait plus trop. Bon, en tout cas... Au quotidien, oui. Voilà. On ne sait pas exactement qui sera dans le deuxième paquet. On ne sait pas exactement qui décide. Mais c'est quand même... On a bien le sentiment que Jack Doohan ne sera pas à Imola, Stéphane. Au bout de cette course, l'histoire se termine. Effectivement, un pilote sous pression qui a multiplié les erreurs. Parce qu'on le poussait aussi, on ne lui a pas donné de marge de manœuvre, on ne lui a pas exprimé beaucoup de confiance. Il a su très très vite cet hiver qu'il y avait Colapinto qui était là, qui avait signé pour plusieurs années. Quand tu signes un réserviste pour plusieurs années, c'est vraiment que tu veux en faire quelque chose. Et on sait que Colapinto est assez prometteur, même s'il fait quand même pas mal de casses. Il a fait pas mal de casses chez Williams, mais le fait est que Doohan en a trop fait. Chez Alpine aussi, ça a commencé par un crash en Australie, je vois tête à queue en Chine, ça veut dire que dès la Q1, tu es le dos au mur et c'est quasiment impossible de passer le cut dans ces conditions-là. Puis après, il y a eu des pénalités pour des problèmes de comportement, des pénalités aussi pour limite de piste. Ça veut vraiment dire qu'il était au-delà de la limite, il était dans le rouge en permanence. Ce crash monumental à Suzuka. Ça ne pouvait pas durer. Ce crash monumental où, au simulateur, il avait vu qu'il pouvait retarder la fermeture du DRS, donc il l'a tenté en réel. L'équipe a parlé d'une erreur de jugement, donc ça a encore mis la pression. Et puis, il a terminé par vraiment des propos acerbes après son élimination. En SQ1 En SQ1, tout à fait, en mettant en cause en fait la méthodologie de l'équipe, tout simplement. Donc on a su là qu'il y avait déjà il y avait une rupture, forcément que c'était son dernier Grand Prix, ça se sentait. Et puis sur le départ, il se met à l'intérieur, il est dans une situation quasiment impossible, il percute Lawson, c'est terminé. D'ailleurs, on sentait en fait qu'il n'avait pas envie de sortir de cette voiture parce qu'il savait qu'il n'y retournerait pas. Mais ça s'est terminé par un petit placement publicitaire qu'aime bien Alpine, parce qu'on a vu sur la jante en fait bien la marque du sponsor. Mais voilà. Donc on a parlé beaucoup de commercial, de marketing, d'organisation, etc. On parle pas beaucoup de sport malheureusement chez Alpine, en tous les cas pour les résultats. Là, on recommence à zéro tout simplement, et puis on va passer à quelqu'un d'autre. On verra ce que ça donne. Voilà. Alors c'est un des 4 pilotes à n'avoir pas scoré cette saison. Il y a Fernando Alonso, Liam Lawson et Bortoleto aussi, qui n'a pas marqué de points. Il n'a pas réussi en fait à
à finalement faire que son départ soit scandaleux. Et c'était sa seule solution finalement pour conserver son baquet. Pourtant, il y avait tout le clan Douane, hein, le papa, la maman, la chérie étaient là pour ce Grand Prix, histoire de montrer qu'il y avait du monde. Bah, ça n'a pas suffi, on le sentait depuis un petit moment. C'est donc Franco Colapinto qui devrait, puisqu'on rappelle, hein, c'est toujours pas officiel, qui devrait piloter la deuxième Alpine à Imola. On se souvient que Franco Colapinto avait remplacé Logan Sargent l'année dernière chez Williams pour les 9 derniers Grands Prix de la saison. Et il avait plutôt marqué les esprits en ramenant des points dès son deuxième Grand Prix à Bakou. Il en avait aussi scoré à Austin. Et puis après, ça s'était un petit peu gâté. Il était sorti de la piste à Interlagos. Bon, les conditions étaient quand même assez compliquées. Un accrochage au Qatar, un problème moteur à Abu Dhabi. Le bilan, il est un petit peu mitigé quand même pour Franco Colapinto. Il y a eu une grosse hype. On sait aussi que avec finalement le départ de Sergio Pérez, il faut quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud. Alors je ne dis pas que le Mexique est en Amérique du Sud, mais je dis qu'il faut un hispanophone plutôt typé Amérique latine ou Amérique centrale. Et que pour la Formule 1, c'est aussi intéressant. C'est intéressant, on verra ce que ça donne. Quand tu égrènes effectivement les problèmes aussi dans la colonne des moins de Colapinto, ça ressemble un petit peu au parcours de Lawson, qui était très prometteur, qui était un petit peu désordonné, qui a fait de la casse. Faut rappeler juste que cette Alpine, il lui manque quand même un petit peu de perfo. Et puis clairement, on dit surtout clairement qu'elle n'est pas prévisible comme voiture. Elle est difficile. Il y a Gasly arrive à la manier un Grand Prix sur 2 à peu près. Ça s'était bien passé en Australie, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, ça a été la cata, au Japon, en Chine, et puis là donc à Miami. Et c'est ça qui va être compliqué, d'autant plus que l'équipe maintenant ne parle plus exactement d'évolution technique sur la voiture, mais de réglage, d'exploitation. On attend un aileron avant plus rigide, et puis après on ne saura pas. On ne sait pas ce qu'il y aura par la suite, mais il n'y a pas d'énormes projets. Je pense déjà que Alpine est tournée vers 2025. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a plus de grandes ambitions pour cette saison 2025. Donc à confirmer, mais d'après ce qu'on entend, c'est donc Franco Colapinto qui devrait être au volant de la deuxième Alpine. On a donc fait un quart du championnat et Oscar Piastri a remporté en Floride son 4e Grand Prix de la saison, sa 3e victoire consécutive. C'est son 6e Grand Prix victorieux à Oscar Piastri en carrière, en 52 Grands Prix. Et tu vois, ces 3 victoires consécutives, il rejoint Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso parmi les pilotes en activité qui ont 3 victoires consécutives. Ils sont désormais 4 sur la grille à l'avoir fait. Je trouve que on avait évoqué avec Julien Pereira, Jap, le fait qu'il était passé en tête il y a 15 jours. Là, je trouve qu'il rentre dans un autre club avec cette 3e victoire consécutive. Voilà, ça y est, il est avec Verstappen, il est avec Hamilton, il est avec Alonso, il est avec des champions du monde, autrement dit. Il est avec surtout aussi Ayrton Senna, dernier pilote à réaliser un hat-trick au volant d'une McLaren en 91, c'est quand même pas rien. Okay. La référence est géniale. Je l'avais pas celle-là. Non, wow. Mais c'est fabuleux quand même. Et puis on passe là, c'est 32 week-ends de suite dans les points. Ça veut dire, alors 32 week-ends de suite à l'arrivée, voilà. C'est le record d'un pilote en activité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas de bêtises en piste, tout simplement, qui a un pilotage très très sûr. Je dirais même, ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il ne se met pas en position d'être victime. Jamais, après il y a une part de réussite, hein, faut bien dire ce qui est. Parfois, vous êtes à l'extérieur, il y a un pilote qui rate son virage, il vous emmène, vous ne pouvez rien y faire. Il y a une part de réussite là-dedans, mais ça dit quand même quelque chose. On ne se met pas en danger, on fait des choses qui sont assurées. Oui, de toute façon, sa poursuite de Verstappen l'a très bien montré. Il a mis 6 tours en tout pour le dépasser, et ça a été assez fascinant parce qu'il y a un moment, il était très très près. Il roulait même à 3 dixièmes à peu près de Verstappen dans les S. Tu voyais que la McLaren était vraiment sur des rails, il était sûr de lui, aucune crainte d'un décrochage ou quoi que ce soit, alors que les pilotes avaient parlé quand même un petit peu aussi de
de problèmes de vent. Enfin, il y a toujours ces soucis-là. Lui, c'était pas dans son esprit. On a beaucoup parlé d'air sale aussi depuis le début de la saison. Exactement. Donc là, lui, ça glissait sur lui. Franchement, c'était assez incroyable. Et figure-toi qu'en fait, la poursuite de Norris par rapport à Verstappen a duré moins longtemps. 4 tours, mais elle était beaucoup plus intense. Sauf que Piastri, en attaquant, en commençant à remonter sur Verstappen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la radio, il a dit: est-ce que Verstappen a une pénalité en cours? Est-ce qu'il y a une enquête sur lui? Grosso modo, est-ce qu'il y a un risque de 5 secondes de pénalité? Et puis alors là, en ce moment-là, il se contentait de le suivre, comme en Arabie Saoudite. On ne va pas au-devant des problèmes si il y a un événement à la fin du Grand Prix ou en cours de Grand Prix qui va lui donner un coup de pouce. Et il a fait ça de manière très méthodique, et il y a même un moment où, à la moitié de sa remontée, il a décroché pour faire refroidir ses pneus, et puis il y est retourné, et puis là, c'était un dépassement, un modèle d'autorité. C'est étonnant d'ailleurs, parce que on sent qu'il y a beaucoup de hauteur d'esprit, effectivement, sur le fait de se laisser décrocher un moment pour refroidir un peu tout, repartir à l'attaque. Et d'ailleurs, il l'a dit, c'était même pas une question de savoir si je le dépasserais ou pas, c'était juste une question de savoir quand il fallait le faire. Donc il a simplement attendu son heure que la Red Bull ait dégradé un petit peu ses pneus en essayant de résister à la pression qu'il avait mise. Vraiment impressionnant. Petit calcul, on se souvient que finalement, pour l'instant, ce qui a coûté beaucoup à Oscar Piastri depuis le début de la saison, c'est sa sortie de piste à Melbourne, où il s'est retrouvé là dans le gazon et il a fallu manœuvrer pour en sortir. J'ai fait un petit calcul, Stéphane. Si on enlève ce Grand Prix d'Australie, je sais que c'est pas tout à fait juste, mais ça donne quand même une idée de la dynamique. Si on enlève le Grand Prix d'Australie, Max Verstappen est 3e du championnat avec 81 points depuis l'Australie. Donc, Lando Norris a marqué 90 points et Oscar Piastri en a marqué 129. Oscar Piastri a marqué 39 points de plus que Lando Norris depuis l'Australie. Alors il a fait cette erreur et il creuse l'écart. Finalement, on a vraiment le sentiment qu'il soit en première ligne, comme en Arabie Saoudite, qu'il pousse Max Verstappen hors de la piste, comme à Jeddah, ou alors qu'il parte 4e après une qualification qu'il a ratée, clairement. À la fin, il retombe sur ses pattes. Les qualifications, c'est vraiment encore le dernier exercice où il doit vraiment progresser, où on sent qu'il y a vraiment encore du travail à faire. Et encore, il a procédé à un rééquilibrage, parce que on a fait un petit tableau justement du rapport de force entre Piastri et Norris en qualification depuis 2023, depuis qu'ils sont coéquipiers chez McLaren. Eh bien, c'est assez étrange ce qu'on peut observer. En 2023, effectivement, on sent qu'il lui faut une demi-saison pour vraiment rentrer dans le rôle, surtout après une saison complète sans rouler, sans compétition. Et on voit que c'est Lando Norris, alors qu'on voit sur ce graphique, le L et le N, c'est pour Lando Norris. Et quand on voit qu'il est en couleur, c'est qu'il a remporté le duel chez McLaren. Et sur la première partie de saison, Lando Norris domine. Et puis on voit que ça s'équilibre. C'est quasiment du 1 sur 2. Deuxième saison de 2023, voilà. C'est équilibré. Oscar Piastri s'est mis au diapason. Voilà. Et là, on se dit, ça y est, c'est le petit plus qui lui manquait, parce qu'il est arrivé en Formule 1 avec cette réputation, effectivement, de ne pas être une brute sur le tour chrono. Et puis en 2024, là, on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, si, on sait ce qui se passe, c'est que la McLaren convient beaucoup mieux à Lando Norris, qui le domine 18-4 en tout. Donc, le bilan est sans appel. Et là, cette année, eh bien, c'est beaucoup plus équilibré. Alors, c'est du 3 partout pour l'instant, au bout de 6 Grands Prix, et qu'on voit précisé en jaune les initiales LN ou OP des deux pilotes, c'est que c'est une pole position. Et pour l'instant, il y a 2 pole positions pour Piastri contre une pour Lando Norris. Et Piastri, je dirais que là, il a opéré une bascule, véritablement, parce qu'en termes de manière de faire par rapport à Verstappen, on avait déjà vu des choses intéressantes au départ à Jeddah. Et il avait dit, maintenant, je sais comment faire. En parlant du traitement qu'il faut infliger à Verstappen au départ. Voilà, il sait qu'il faut avoir les 2 roues légèrement devant à la corde au premier virage pour avoir la priorité sur le virage. Et y aller sans se poser de questions. Et c'est ce qu'il a fait aussi avec Antonelli sur le départ de la course sprint. Ça a été réglé très rapidement. Et donc, il applique ce principe, et on voit qu'en fait, il s'en sort beaucoup mieux qu'avec Verstappen, que Norris lui-même pour d'autres raisons. Et là, on a senti même dans les propos de Norris que quelque part, il n'y arrivait plus, quoi. Il y avait des choses qu'il n'arrivait plus à gérer.
par rapport aux Néerlandais. Ça fait 16 points d'écart désormais entre Oscar Piastri et Lando Norris au championnat. 32 maintenant par rapport à Max Verstappen. 16 points, c'est absolument rien. Je veux dire, même une crevaison en Grand Prix, Oui. et tout est remis en cause. On avait évoqué il y a 10 jours avec Julien Pereira, est-ce que c'est parti pour durer ? On en était arrivé à la conclusion que oui, ça allait durer. C'est quoi ton sentiment ? Il est parti pour régner cette saison sur le championnat, Oscar Piastri ? Oui, Piastri, en fait, il s'amuse presque avec la McLaren, et Norris cohabite avec cette McLaren. Norris l'a dit plusieurs fois depuis le début de la saison. C'est une voiture qu'il n'aime pas, qui ne correspond pas à ses caractéristiques de pilotage, qui lui convient bien moins que celle de l'année dernière, avec laquelle il faisait tout ce qu'il voulait. Il le disait clairement. Bon. Et puis Norris, il a une sorte de complexe. Maintenant, il fait un syndrome, il développe un syndrome par rapport à Verstappen. Et il l'a dit, en fait, par rapport à Max, si je n'ai pas, les gens râlent. Si je l'attaque pas, les gens râlent. Et puis si je l'attaque, les gens râlent aussi. Donc les gens ne sont jamais contents et ils ne trouvent que ça va pas vite ou qu'il a pas mis la manière, etc., etc. Mais il dit, mais en fait, avec Max, c'est comme ça. Soit tu le craches, soit tu ne peux pas dépasser. Il est face presque à un mur qui est invisible pour Piastri. Donc il y a quelque chose maintenant qui est passé dans le camp de Piastri, qui est indéfinissable, mais où tout roule. D'un circuit à l'autre, selon des caractéristiques à l'autre. Je pense que vraiment, il a pris la main, Piastri, et je vois pas comment est-ce que maintenant il la lâcherait. Alors justement, on a fait le quart de la saison, on a évoqué les qualifications et ce rapport de force entre Oscar Piastri et Lando Norris. On va élargir un petit peu le spectre, Stéphane, parce qu'un quart de la saison, c'est quand même significatif maintenant. On se plie chaque année à l'exercice de la grille type que tu mets au point. On rappelle le principe. En fait, on marque les points de la place qu'on occupe sur la grille. Si vous êtes en pôle, vous marquez 1 point. Si vous êtes 20e, vous en marquez 20. Vous avez rapidement compris que en additionnant tous les points, celui qui a le moins de points, finalement, est le plus fort en qualification. Et ce qu'on voit sur le graphique que tu nous proposes, Stéphane, c'est qu'Oscar Piastri, c'est le meilleur en qualification cette saison, avec juste une courte longueur d'avance sur Max Verstappen, et que Lando Norris, il est un petit peu plus loin. Non seulement il est derrière Oscar Piastri, alors qu'on avait évoqué le fait que l'année dernière, notamment, il dominait dans cet exercice. Là, il est derrière, et il est quand même 5 points derrière. Il y a un bel écart entre les deux. Tout à fait. Alors, je précise aussi que sur ce total de points, là, 9 points en l'occurrence pour Piastri, 10 pour Verstappen, j'ai enlevé le moins bon résultat tous les 5 Grands Prix. J'enlève un moins bon résultat. Ça permet d'éliminer des facteurs malchance, des aléas mécaniques, etc. Et c'est vrai qu'on voit que Piastri, il a pris aussi le pouvoir là-dessus. C'est lui qui part en tête. Et on sait qu'il se pose beaucoup moins de questions quand il part en tête que Norris, qui a quand même la fâcheuse tendance à perdre son avantage dès le coup d'envoi. Et puis derrière, ce qu'on voit aussi, et ce qui est un bon résumé aussi de la hiérarchie en présence cette saison, c'est que c'est Russell qui est 4e devant la première des Ferrari, celle de Charles Leclerc 5e, Antonelli 6e. Je trouve que c'est stupéfiant de le voir là, déjà. Clairement. Et puis il n'y a pas tant d'écart que ça en termes de points entre Leclerc et Antonelli. Leclerc a 24 points, Antonelli en a 26. Et puis derrière, il y a Hamilton qui est juste devant Tsunoda. Ouais, franchement, surprenant. Donc voilà, on a des petites déceptions quand même de la part de Ferrari qui avait pourtant essayé cette année de faire une voiture beaucoup plus rapide sur un tour. On y reviendra. On y reviendra au cas Ferrari. Surprise aussi de voir Pierre Gasly, 9e. Tout à fait. Donc ça, c'est la preuve par A plus B, clairement, que Pierre Gasly surperforme au volant d'une voiture difficile qui est en mode on-off. Sur certains circuits, elle est hors du coup. Elle a une fenêtre d'exploitation qui est très étroite. Et puis, il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des pièces qui ne fonctionnent pas. Il y a des réglages. Là, ils sont vraiment à tâtons là-dessus. Et Pierre Gasly dit, on cherche encore le pourquoi du comment. Franchement, c'est un petit peu ça. Et puis, Albon, quand même, qui montre la santé des Williams, qui complète normalement cette Q3 régulière depuis le début de la saison. Et qui est devant Carlos Sainz. C'est important. Albon, 10e, Sainz, 11e, 43 points pour le Thaïlandais, 45 pour Sainz. Donc, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche. Mais c'est vraiment important de montrer dans une équipe qui est en train de monter en puissance qu'il est au niveau
d'un vainqueur de Grand Prix qu'est Carlos Sainz. Et puis, ce qu'on doit retenir aussi sur cette grille type, au bout de 6 Grands Prix, c'est la belle place de Isaac Adger, 12e quand même. C'est solide pour un débutant. Franchement, c'est sérieux ce qu'il fait. Loin devant Lawson. Loin devant Lawson. Bah, de très loin, parce que Lawson est dans les dernières positions. Ocon est 14e. Et Berman et Bortoleto, les deux novices, en fait, ferment la marche, comme quoi l'apprentissage est quand même difficile. J'en avais parlé en début de saison, Gilles, que pour moi, l'apprentissage est difficile aussi pour Lance Stroll. Surcoté, tout à fait. Parce qu'il n'a qu'un point de moins, finalement. Et Bortoleto, c'est pareil. Alors là, il subit peut-être aussi la médiocrité de son matériel. La Sauber n'est pas une voiture très facile. Et puis 15e aussi, effectivement, c'est une autre explication de l'éviction de Douane. Il est à 6 places de Gasly en moyenne. J'ai tendance à considérer que quand il y a 3 places d'écart entre deux coéquipiers, c'est que le moins bien placé est quand même dans une position... Voilà, tout à fait. Alors justement, on va évoquer maintenant le cas de Ferrari. En se posant la question, est-ce qu'il y a une erreur de casting? Comment ça se passe du côté de l'Italie? Eh ben, on va accueillir un de nos confrères qui connaît très très bien la presse transalpine. C'est Guillaume Pacini qui va nous rejoindre. Et la magie de la technique, le voici, Guillaume Pacini. Bonjour Guillaume. Bonjour messieurs. Buongiorno. Buongiorno, buonasera. On peut parler italien si vous voulez. Hein. On peut la faire en italien. Ça va vite devenir compliqué. Bonjour tout le monde. Ravi de t'accueillir parce que là, pour le coup, on est entre collègues. On se posait la question, on essaye d'être un petit peu provocant. Est-ce qu'en Italie, on estime que Lewis Hamilton chez Ferrari, c'est une erreur de casting? En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui prend mal. Il y a eu la victoire sur la course sprint en Chine. On avait dit avec Stéphane, c'est bien, ça va donner du temps. Mais c'est pas simple. Et le temps est passé, ça passe très vite du côté de chez Ferrari. Les victoires s'estompent rapidement. Où est-ce qu'on en est là? On a quand même le sentiment que après ce Grand Prix, je fais un petit point. Lewis Hamilton, 8e du championnat, il a 90 points de retard sur Oscar Piastri. Charles Leclerc, lui, il est 5e, il a 12 points d'avance sur Lewis Hamilton. Est-ce qu'ils ont bien fait de recruter Lewis Hamilton? Alors, qu'est-ce qui se dit en Italie? Vous savez que Ferrari, c'est un patrimoine national en Italie. Alors, on va déjà dire que la monoplace nous déçoit beaucoup. Honnêtement, en Italie, c'est la première chose qui ressort, évidemment, c'est la monoplace, la SF25, qui a beaucoup de difficultés. On ne va pas rejeter la faute principalement sur les pilotes. En tout cas, depuis le début de semaine, après le Grand Prix de Miami, dans la presse italienne, pour le coup, avant de venir, j'ai épluché tous les journaux et je peux vous assurer qu'il y a une remise en question, en tout cas sur le transfert du siècle, parce qu'à l'époque, il était perçu comme ça, le transfert d'Hamilton. Et c'est vrai qu'on s'interroge sur le feeling qu'il existe aujourd'hui entre Ferrari et Hamilton. On voit bien que ça a un peu du mal à prendre. Alors évidemment, il vient d'arriver, il faut du temps, faut que ça prenne. Il est dans une nouvelle écurie après une vie passée chez Mercedes. Même chose pour Ferrari. Mais on sent bien quand même qu'il y a des difficultés. Avec Riccardo Alemi, par exemple, son ingénieur, on voit bien que les teams radio ont été assez corrosifs, virulentes. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui en Italie, en tout cas, on se pose la question du bien fondé du transfert d'Hamilton, et la Gazzetta dello Sport, qui est le principal quotidien sportif en Italie, a fait un article intitulé « Est-ce qu'il aurait mieux valu attendre que Verstappen se libère ou aller chercher Antonelli qui est un peu nous chouchou maintenant en Italie parce que Ferrari ça a un peu de mal, donc on regarde Daniel Antonelli. Antonelli pour 2035 à peu près, Ferrari est bien, oui. Mais avant, je pense qu'il sera quand il aura 4 titres. En tout cas, aujourd'hui, il existe vraiment une réflexion sur le bien fondé de l'arrivée d'Hamilton à Maranello. Est-ce que la mayonnaise prend en fait réellement? C'est ça. Lewis Hamilton, il a dit qu'il allait se mettre à l'italien. On a vu ce que ça donnait, c'était très approximatif. Il a parlé français en fait à Benedetto Vigna la première journée en arrivant dans sa présentation. Donc voilà. Et alors au-delà de ça, Fred Vasseur a dit nous on n'en a pas fait des tonnes sur sa présentation, on n'a pas fait une interview particulière. Il est venu simplement, il y avait des fans qui étaient là, il y avait un monde fou, c'était génial. Et puis il a dit voilà, on n'a pas promis plus que ça. On sait que c'est le roi qui rencontre la reine des écuries, tout simplement, pour un 8e titre. Et c'est peut-être là aussi où ils ont mis un petit peu la pression, une pression un petit peu folle, parce que Lewis Hamilton, il a 7 titres, ça fait 3 ans qu'il court pour Mercedes après l'échec de 2021. Et là, il vient pour remporter son 8e titre, et il dit, mais non, en fait, ça serait pas mon 8e titre, ça serait mon premier. Et
il y a quelque chose aussi un petit peu qui place Ferrari au-dessus de tout ce qui a été fait chez Mercedes, qui augmente la pression. Ferrari a pris un septuple champion du monde, ce qui n'était jamais arrivé. Ils ont fait de Schumacher un septuple champion du monde. Et là, maintenant, en fait, ils sont au taquet, ils sont au maxi. Ils ont utilisé tous les arguments du roman. En fait, le scénario était écrit, sauf qu'il se déroule très, très mal. Les acteurs, on sait qu'ils sont bons, a priori, quand même. Mais est-ce qu'il y a de la sincérité? Est-ce que c'est des gens qui s'apprécient, qui s'aiment, finalement? Alors moi, Stéphane, je comparais ça un peu à un couple, parce qu'au début, tout s'est bien passé. Honnêtement, l'euphorie. Moi, je me souviens, j'étais à Milan le jour où les deux pilotes sont arrivés près du Castello Sforzi, parce qu'il y avait énormément de personnes. Et paradoxalement, alors avant que Lewis Hamilton arrive en Italie, le chouchou c'était Charles Leclerc. Évidemment, le Principino, ça a toujours été vraiment depuis qu'il est arrivé, depuis la Ferrari Academy, on le suit. Ça fait 7 ans qu'il est chez Ferrari, Charles Leclerc. Donc forcément, on avait un côté un peu chouchou avec lui. Depuis qu'Hamilton est arrivé à Milan, quand on a eu la présentation, il y a eu une énorme euphorie, un énorme engouement. On lui demandait ramène-nous le titre. Les supporters étaient vraiment fans de lui. Et comme un couple, au début, l'euphorie, tout s'est bien passé. Et une fois que la cohabitation a commencé à se dérouler, les premières courses, on se rappelle à Melbourne aussi, dès le début, tout de suite, la première team radio où Hamilton dit non mais laissez-moi faire. Et on a vu que ça commençait un peu à grésiller sur la ligne. Donc on sent bien qu'il y a une période nécessaire d'adaptation entre les deux. Mais par contre, dans la Gazzetta, par exemple, il y avait une interrogation qui est un peu reprise un peu partout, c'est est-ce que le transfert, finalement, n'arrange pas plus Hamilton, qui a 40 ans quand même, et qui est quand même plus sur du court terme, alors que Ferrari avait aussi eu besoin d'une vision court-termiste, mais aussi une vision à plus long terme. Et tout à l'heure, je vous parlais de Verstappen et Antonelli, on sent que Verstappen pourrait aussi se libérer plutôt rapidement de Red Bull. Et en Italie, voilà, on a cette tendance aussi à s'enflammer beaucoup, malheureusement, et ça retombe aussi vite. Un binôme Verstappen-Hamilton, allez. Mais forcément, il y a des interrogations aujourd'hui comme je vous le dis, sur le bien fondé de l'arrivée d'Hamilton. Et ce qui s'est passé à Miami, pour le coup, c'était une étape supplémentaire dans les interrogations d'un début de saison qui est très compliqué en général. On va faire le point justement sur ce qui s'est dit à la radio pendant ce Grand Prix de Miami, parce que ça a beaucoup attiré l'attention. Et il y a eu, dans un premier temps, une demande de Lewis Hamilton qui était derrière Charles Leclerc de passer, parce qu'il était en médium et Charles Leclerc était en dur, et Hamilton avait le sentiment de pouvoir aller un peu plus vite. Ça a mis longtemps à prendre une décision, et donc pendant ce laps de temps, Hamilton a dit à son ingénieur si tu veux, fais une pause, va prendre un thé, le temps de réfléchir. Bon, ça, quand même, c'est le genre de truc. C'est la punchline. Même pas de café. C'est le café en Italie, mais le thé, le thé, ça existait britannique. On aurait pu parler d'un ristretto. Exactement. À l'épicurien qui est. Il a dit à la radio que c'était pas du bon travail, d'équipe. Finalement, il n'a pas réussi à aller chercher Antonelli, donc au bout d'un moment, Leclerc a dit moi peut-être que je peux quand même essayer à mon tour. Donc il a fallu refaire une manœuvre d'échange de position, et pour qu'au final, à la fin, effectivement, son ingénieur lui dit Sainz est derrière à 1 seconde 4, et il lui dit tu veux que je le laisse passer lui aussi. Bon voilà, c'est plein de petits messages où on sent. Tu parlais de couple. Moi, j'ai le sentiment, il y a eu la lune de miel, et Lewis Hamilton, il est un petit peu, c'est ce qui se dit aussi dans un entourage plus ou moins proche, il est un petit peu retombé, il est un petit peu désabusé. Maintenant, il comprend que ça va être plus compliqué. Mais honnêtement, et toujours en interne, les relations avec Charles Leclerc, elles sont bonnes. Oui. Les relations avec Fred Vasseur, elles sont bonnes aussi. Fred Vasseur, il a bien entendu les conversations radio. Tout le monde les a entendues. De toute façon, Lewis Hamilton, il est loin d'être idiot. Il sait très bien que tout ce qu'il dit à la radio, ça va passer. Donc, à part les choses anodines. Vasseur fait vraiment le paratonnerre. Mais moi, ce qui me choque un petit peu quand même, c'est qu'il est ironique. Et il est encore sur Radio Mercedes. Franchement, quand il parlait l'année dernière, même il y a 2 ans, de sa chose, de cette voiture en fait qu'il n'avait plus envie de piloter, il le répétait vivement que je ne pilot plus cette chose. Bon, et là, quand il parle de la Ferrari, il dit les pneus sont pas bons, l'aéro c'est pas bien, elle tient pas la route, etc. Il y a que le moteur qui trouve grâce à ses œufs. Il y en a 2 qui ont cassé quand même dimanche en course, donc ça va peut-être devenir problématique si aussi son moteur casse. Je trouve qu'il y a quelque part un petit peu un manque de respect de l'institution qui est Ferrari. Quand il se
se laisse aller comme ça. Mais c'est aussi ça qu'on reproche chez Lewis Hamilton. Tout à l'heure, je vous disais que Leclerc, ça fait 7 ans qu'il a, donc il connaît aussi les mécanismes de la Scuderia, comment ça se passe. Il est habitué, malheureusement, en Italie, aux difficultés des dernières saisons, parce que ça fait des années, je vous l'apprends pas à vous, que le titre n'est pas arrivé à Maranello. Donc Leclerc, il connaît un peu tous les rouages de Ferrari. Hamilton, il arrive évidemment d'un paysage extérieur, donc et c'est vrai qu'il arrive en tapant un peu des pieds, donc on n'a pas l'habitude de se faire un peu brusquer comme ça chez Ferrari. Donc c'est vrai qu'on lui reproche à Hamilton en Italie d'y aller un peu trop fort, alors que Leclerc, pour le coup, on sent qu'il tente d'extraire le meilleur de la SF25. Est-ce que c'est pas, je vous pose la question en même temps que je me la pose à moi-même, mais j'ai déjà la réponse. Est-ce que c'est pas le meilleur service que Lewis Hamilton peut rendre à Ferrari et à Fred Vasseur, en justement tapant un peu du poing sur la table, en disant ouais, vous êtes Ferrari, n'empêche que la voiture, elle est pas au rendez-vous. De temps en temps, il y a des champions qui arrivent dans des structures qui sont vraiment très réputées et qui font tomber un peu le papier peint des murs en disant mais c'est quoi votre histoire là ? Non, allez, il faut. Est-ce que ça peut pas bouger un petit peu les choses, faire évoluer ? Parce que clairement, on l'a dit, les pilotes sont bons. Je pense que Fred Vasseur, il sait diriger une équipe et pourtant Ferrari, c'est vraiment pas facile. En fait, il y a que le problème, c'est la voiture. Est-ce que en ayant un Lewis Hamilton qui va éventuellement remettre des choses en question, ça peut pas permettre de débloquer des choses qui sont un petit peu engluées dans cette espèce de conclave Ferrari, quoi. Si tu as des infos d'ailleurs, tu me comme ça. Sur le conclave, non. Sur Ferrari, je pourrais en avoir. Il y a eu de la fumée blanche à Miami, mais c'était pas bon signe. C'est derrière la voiture de Berman, mais bon, c'était pas la bonne fumée blanche. C'est pas celle qu'on attend en tout cas en Italie. Est-ce que ça peut pas rendre service à Ferrari finalement, qui a un Hamilton qui... Pour moi, ils ont fait les choses à l'envers. Regarde ce que fait Aston Martin. Construction d'une usine, un campus géant, high-tech, tout moderne. Recrutement de l'ingénieur star, et puis après on s'occupe des pilotes qui n'ont pas encore posé. Ils ont le fils à papa, et puis ils ont Fernando Alonso qui est quand même sur la très très fin de sa carrière, et après ils passeront à l'étape suivante. Là, ils chasseront un Verstappen. Et chez Ferrari, on a mis un petit peu de côté l'aspect technique, parce que la voiture était bonne l'année dernière quand même, et tu lui enlevais, enfin tu lui rajoutais 1 dixième de performance ou 2, c'était pole position, ça jouait le titre. Voilà. Et ils se sont dit, ça a joué le titre jusqu'à la fin de la saison. Sur cette lancée, avec Lewis Hamilton, ça peut le faire cette année sur une fin de règlement, sur des voitures qui évoluent peu, sur un championnat à 4 qui est très serré, et on peut avoir ce bonus Lewis Hamilton qui peut faire toute la différence. Sauf que ça marche pas comme ça, malheureusement, et que là maintenant, en fait, quand il change quelque chose sur la voiture, on a l'impression que ça la dérègle. C'est ça le souci. La voiture n'est pas bonne, et puis surtout, ce qui est très étonnant, c'est que Hamilton a le même ADN de pilotage que Charles Leclerc. Il veut un train avant très fort, une voiture très directionnelle, très vive. Et on a vu dès les premiers tours du Grand Prix d'ouverture cette saison, on l'a dit ici, la voiture s'ouvrirait, je l'avais dit ici, la saison va être longue pour Hamilton. Et l'étonnant, c'est que il y a le même style de pilotage du côté de Leclerc et du côté d'Hamilton. Hamilton ne s'en sort pas du tout. Il a été recruté aussi pour ça, Hamilton, quand il est arrivé, je m'en souviens, quand le transfert est officialisé. En Italie, on l'a aussi attendu un peu comme le Messi, un peu. Tu parlais un peu d'une écurie, un peu de géant endormi. C'est vrai que Ferrari, ça fait longtemps aujourd'hui qu'on attend quand même un titre. Et Hamilton a été recruté pour son expérience, pour apporter aussi une espèce d'exemple pour Charles Leclerc, parce que Charles Leclerc aussi, en Italie, il est beaucoup défendu, notamment ce début de saison où, lui non plus, il n'arrive pas à extraire le meilleur de la SF5, mais au moins il essaye. Contrairement peut-être à Hamilton, où c'est ce qu'on lui reproche. Mais en tout cas, le fait qu'il soit arrivé chez Ferrari, c'était aussi pour extraire le mieux, pour apprendre aussi à Charles Leclerc, avoir l'expérience du futur peut-être champion du monde. Donc c'est aussi dans cette volonté, dans cette optique-là que Ferrari l'a recruté. C'est sûr qu'aujourd'hui, le bilan de début de saison est pas bon, mais comme je le disais avant mon arrivée, c'est que aujourd'hui, c'est pas seulement Hamilton le problème de Ferrari. Au contraire, c'est le principal responsable. En tout cas, ça pourrait être Frédéric Vasseur, la monoplace, l'SC25. Il y a beaucoup de choses qui passent avant Hamilton, mais ça surprend un peu. Voilà, la brutalité de certains messages, son adaptation. On s'attendait quand même à une ligne de miel prolongée. Elle s'arrête un peu vite. Moi, je vais vous donner mon sentiment. Je pense que le plus menacé, c'est pas Fred Vasseur, c'est effectivement l'ingénieur de Lewis Hamilton. On sent que ça passe pas. J'ai été très surpris qu'ils prennent pas un anglophone, très sincèrement, parce que quand vous êtes vraiment dans le rush, alors la première option, c'était effectivement de faire le voyage aussi à Peter Bonington, qui n'a pas voulu. Contractuellement, il pouvait pas. Voilà.
Mercedes l'avait verrouillé. Mais déjà, ça, je pense que... ça l'aurait aidé, peut-être. Ouais, ça l'aurait forcément aidé. Et je pense que c'est plus Riccardo Adami qui est pour l'instant menacé que Fred Vasseur. Parce que Fred Vasseur, il a ramené Lewis Hamilton et que quoi qu'il arrive, c'est une prise de guerre monumentale. On ne pouvait pas laisser passer. Et John Elkann le voulait. Et John Elkann le voulait depuis des années. Et on ne vend pas autant de Ferrari que depuis que Lewis Hamilton est arrivé. Voilà. Et les réseaux sociaux qui ont explosé, voilà. Son arrivée, pour le coup, à l'époque, clairement. Et je pense que, évidemment, il faut faire progresser la monoplace. Ça, de toute façon, c'est une évidence. Et qu'à mon avis, s'il y a un réglage à faire dans le staff, c'est éventuellement, pas que ce soit de la faute de son ingénieur, hein, mais il faut trouver quelqu'un avec qui c'est plus naturel, ça découle plus facilement. Et avec le temps, tu ne penses pas que ça peut évoluer ou dans le bon sens? On parlait de couple, ça se fait tout de suite ou ça se fait pas. Hein. S'il n'y a pas l'étincelle. Tu parles de Fred Vasseur qui a ramené effectivement Lewis Hamilton, mais il a été en contact, en discussion prolongée avec Adrian Newey. Il a pas su ou pas pu le faire venir aussi. Et là, on en revient à cette difficulté qui est spécifique. De faire venir les gens en Italie. De faire venir les gens en Italie, de les faire travailler. Ils ont leur famille, ils ont leurs attaches. De les faire partir de ce petit F1, la vallée de la F1 en Angleterre, où il y a quasiment toutes les autres équipes. Donc là, il y a un obstacle aussi. Mais tout ce pataquès, ce rififi quand même pour des 7e et 8e places, c'était quand même... C'était un petit peu déplacé. Je l'aurais compris pour des 3e et 4e places, il y aurait un podium en jeu, voilà. Et d'ailleurs, ils ont fait qu'un seul podium, Ferrari, depuis le début de la saison. Ça arrivait seulement 6 fois. Au 21e siècle, c'est pas très courant. Et tu affichais aussi... Je n'étais pas venu pour ça, moi, à la base. Tu affichais aussi le bilan. Moi, j'ai trouvé 41 points pour Hamilton contre 53. Tu dis, bon, ça va quand même. Sauf qu'il en a pris 14 sur les courses sprint. C'est son cache-misère. Autrement, le reste, il est nulle part. Il est très nulle part. Bon, en tout cas, voilà, ça va continuer de travailler chez Ferrari. Tu nous prépares un article. T'es pas venu en vacances au sport. Tu nous prépares un article. Un article sur Hamilton. On va parler un peu dans les détails de ce qui se dit un peu plus en profondeur en Italie. Mais voilà, en tout cas, on ne jette pas la faute que sur lui. Mais en tout cas, voilà, on a bien fait d'en parler parce que c'est un débat aujourd'hui qui existe en Italie. Est-ce que Ferrari m'a fait de recruter Hamilton? L'article de Guillaume Pacini à retrouver sur eurosport.fr. Merci Guillaume. Merci à vous. Nous, on va tout de suite prendre la direction de l'Angleterre, de Londres. On va aller dans les ateliers de l'équipe Envision, l'équipe de Formule E, pour laquelle roule Sébastien Buemi, qui s'est imposé dimanche dernier en Formule E. Sébastien Buemi qui vient régulièrement nous rendre visite au fou du volant. Et après cette victoire, il a accepté notre invitation. Guillaume Pacini va disparaître. Je disparais. Et Sébastien Buemi va apparaître. C'est incroyable. C'est la magie. Et comme promis, on reçoit donc Sébastien Buemi, quadruple champion du monde d'endurance, quadruple vainqueur des 24 heures du Mans avec Toyota, champion de Formule E également en 2016. Pilote du simulateur Red Bull, on va en parler aussi. Et puis vainqueur il y a 48 heures à Monaco en Formule E pour la 14e fois de votre carrière, Sébastien. Et Gilles, pour la 3e fois, à Monaco spécialement. Donc, en principauté. Je vais forcer un petit peu le trait, mais franchement, c'est presque 4 victoires au Mans. C'est presque Monsieur Le Mans et c'est presque aussi Monsieur Monaco en Formule E qu'on reçoit. Franchement, c'est une légende de la course automobile, à n'en pas douter. Et une très belle carrière et une magnifique victoire dimanche. Oui, exactement. Alors, on va en parler de cette victoire. Sébastien, moi, je voudrais déjà revenir sur votre réaction à l'après-course. J'ai même été ému de votre émotion à l'arrivée où vous dites que vous vous êtes demandé si un jour ça reviendrait de gagner une course en Formule E. Quand on s'appelle Sébastien Buemi, on en arrive à douter de soi. Ça m'a surpris. Ouais, c'est vrai, c'était beaucoup d'émotions les derniers tours quand je réalise que bon, si je fais pas d'erreur, je devrais pouvoir gagner la course. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était presque des tours difficiles parce que tu penses à tellement de choses, à tout le temps qui a passé entre ta dernière victoire et celle-ci, et tout le travail, toutes les erreurs, tous les problèmes qu'on a eus. Donc c'est sûr que, ouais, bien sûr, quand ça fait 5 ans, 6 ans presque que tu gagnes pas, je veux dire, même si tu as confiance en toi, au bout d'un moment, tu te mets un petit peu à douter. Alors bon, j'ai beaucoup gagné en endurance à côté, mais je pense que j'ai passé vraiment assez souvent proche d'une victoire en Formule I.
à Berlin, en Inde, il y a quelques années, ou même l'année passée à Londres, la dernière course. Mais à chaque fois, voilà, quelque chose s'est passé, j'ai fait une erreur, ou le team, ou on a eu un petit peu de malchance. Donc là, ouais, c'était une forte émotion de pouvoir finalement regagner. Puis en plus, regagner à Monaco, c'est quand même pas mal du tout. Puis il fallait rester concentré dans les derniers tours, hein, parce que les conditions d'adhérence, alors c'est pas moi qui ai commenté la course, mais je l'ai regardé en replay. Enfin, on a l'impression que vous étiez sur du verglas pendant 29 tours, hein. Ouais, c'est vrai que c'était très difficile. Les voitures ont pas beaucoup d'adhérence. Et je trouvais que rouler une Formule E sous la pluie à Monaco, même que c'est beaucoup moins rapide qu'une F1, c'était vraiment un vrai challenge, hein, parce que toute la ligne droite, il n'y a aucun moment sur la ligne droite où tu arrives à être à fond, ce qui est pas du tout le cas avec une voiture qui a beaucoup d'appui. Toute la montée du casino, plein de fois tu dois lâcher parce que ça patine et que tu pars en travers. Donc ouais, c'était qu'une course entre guillemets de 30 tours à la fin avec le tour de plus qui a été ajouté, mais c'était vraiment intense. Il fallait vraiment rester très concentré parce qu'une petite erreur était vite arrivée. Si on prend pour votre équipe Envision, qui a connu aussi des moments très difficiles comme vous, c'est aussi important de relancer c'est une victoire qui relance toute une équipe. C'est vraiment important aussi comme succès. Oui, alors ça c'est sûr, hein. On a passé de gagner le titre des teams il y a 2 ans à une année, bon, on termine sixième des équipes l'année passée, mais qui était une très mauvaise année. Début d'année, on peut dire un peu catastrophique aussi. Alors, le début d'année, je pense que voilà, nos résultats reflétaient pas forcément la performance qu'on avait. On était quand même bien meilleur que ce qu'on avait montré. Là, on a vraiment pu faire une superbe course, marquer beaucoup de points. Mais oui, c'est vrai que c'est important pour le moral de l'équipe de se dire, ben voilà, si on fait tout juste, qu'on fait pas d'erreur, qu'on n'a pas de problème mécanique, on est capable de se battre devant. Et ça, c'est important, même si en soi, voilà, quand on roule, on n'est pas en train de penser à ça. Mais pour l'équipe, à l'usine, là, du reste, je suis déjà de retour chez Envision parce que je prépare la course de Tokyo. Comme demain, je pars pour Spa directement pour le WEC. Mais ouais, c'était très important pour tout le monde. Quel métier, après je donne la parole à Stéphane, quel métier quand même et quelle semaine? Victoire à Monaco et alors un petit détour par Envision et ensuite Spa. En une semaine, faire Monaco et Spa, c'est quand même pas mal. Ouais, ouais, c'est super. En plus, bon, avec deux voitures très différentes. Mais ouais, voilà, je suis rentré hier. J'ai juste passé dire bonjour à ma famille, mes enfants, et puis reparti à Londres directement. Là, je suis à Silverstone chez Envision pour du simulateur aujourd'hui. Ensuite, Spa. Dès que Spa sera terminé, je rentre chez moi et je repars à Tokyo lundi. Donc, c'est vrai que c'est très, très, très intense, ça. Une victoire qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre, sans forcer le trait, vraiment. Il y a beaucoup de choses. Enfin, c'était vraiment la stratégie, l'intelligence situationnelle au service du talent. C'est savoir piloter dans des conditions extrêmes comme ça, c'est une chose déjà, ça donne un avantage. Mais là, c'était bluffant ce qu'on a vu parce que il y a des décisions qui étaient éclairées sur le plan du choix, déjà de activer le mode attaque assez vite. Pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça? Il y a d'autres pilotes qui ont retardé au maximum, Roland, par exemple, l'utilisation de cette capacité d'énergie supplémentaire. Ouais, c'est vrai que le mode attaque, donc tu as les 4 roues motrices, donc c'est vrai que tu gagnes énormément de temps et tu en gagnes beaucoup plus quand c'est très mouillé. Donc moins il y a d'adhérence, plus le gain des 4 roues motrices est grand. Donc moi, ma stratégie sur cette course-là était d'en activer un très tôt, de manière à me mettre vraiment aux avant-postes tout de suite. Et puis après, j'ai essayé de survivre, on va dire, pendant que les autres l'activaient, perdre le moins de place possible, parce que c'est vrai que tu perds facilement de nouveau beaucoup de place. Et puis après, j'ai repris l'attaque, le deuxième, assez tôt. Et surtout, ce qui, à mon avis, m'a beaucoup aidé, c'était le fait d'avoir été capable de passer tout de suite, en fait. J'ai passé Nick, De Vries, Jev et Roland en quasiment un tour ou un tour et demi. Et ça, c'était la clé parce qu'après, j'ai pu bénéficier de 2 tours en mode full attaque où là, tu vas 3-4 secondes au tour plus vite que ceux qui sont pas en attaque et j'ai tout de suite pu faire un gros gap où les autres n'ont pas réussi à me rattraper. Donc même Roland qui avait encore 2 minutes d'attaque après que moi j'ai fini, il n'a pas vraiment réussi à me rattraper, j'ai pris trop d'avance. Là, ça, franchement, Sébastien, il volait dans les derniers tours. Franchement, c'était beau. Ah ouais, franchement, ouais, c'était un spectacle, mais vraiment magnifique dans ce contexte-là, ce décor, cet écrin princier. C'est
une publicité magnifique pour la Formule 1 et les programmes d'Eurosport et de Max. Stéphane, on s'intéresse aux autres casquettes de Sébastien parce que quand Buemi. on parle à Sébastien Buemi, on ne sait pas si on parle du pilote de Formule 1, d'endurance, de simulateur en F1, qui est au cœur du réacteur, une expression que j'aime bien chez Red Bull spécialement, parce que quand tout va bien, on fait du simulateur, on trouve des solutions, voilà, mais on sent en fait que Red Bull a besoin de vous. Vous avez une valeur ajoutée extraordinaire en ce moment, parce que c'est difficile. Il y a... La performance de la Red Bull fait un petit peu des sinusoïdes cette saison et ça doit être un casse-tête quand on s'installe quand même aux commandes du simulateur le vendredi soir à Milton Keynes pour plusieurs heures pour essayer de trouver des solutions pour en offrir clé en main le samedi matin. Ouais, c'est vrai que bon, ça fait partie du job. Après, je veux dire, il faut pas oublier qu'en F1 aujourd'hui, tout est très optimisé. Donc, tu vas pas pouvoir tout révolutionner en faisant quelques heures de simulateur. Tu vas optimiser, mais quand tu regardes les pole positions des 3-4 derniers Grands Prix, je crois qu'il y a moins d'un dixième entre la pole et la deuxième place, quasiment sur les 3-4 dernières courses. Donc, dans le simulateur, si tu es capable de trouver 1 ou 2 dixièmes, ça fait vite une grosse différence. Après, voilà, il y a tout un planning d'upgrades qui vont arriver. Il y a un changement de règlement quand même sur les ailerons flexibles à partir de Barcelone. Donc, il y a plein de petites choses qui vont encore évoluer durant les prochaines courses. Et il faut être, voilà, faut pas prendre pour argent comptant. Il faut continuer de pousser parce que je pense qu'il y aura encore des belles opportunités de se battre devant, même si aujourd'hui on a l'impression que McLaren, voilà, domine clairement. Mais je suis pas sûr que voilà, ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année. Un petit secret de simulateur, là les pole positions, ça se joue à 1 dixième grand max depuis le début de la saison. 5 centièmes parfois. Est-ce que à un moment, il y a eu une direction de travail qui a été trouvée au simulateur qui a été déterminante depuis le début de la saison? Ouais, on a trouvé des petites choses. Après, bon, la grosse différence, c'est quand même Max, hein. C'est lui qui fait la Oui, différence. C'est lui qui 3 pole qui positions quand réussit même, à c'est faire incroyable. le Ouais. ouais, qui fait le tour avec une voiture qui est pas du tout dominatrice ou la meilleure. Donc, il est capable d'aller chercher, voilà, le dernier petit dixième qui fait la différence. Maintenant, c'est vrai que dans le simulateur, de course en course, tu apprends mieux la voiture, tu apprends mieux les caractéristiques, les points forts, les points faibles. Et puis après, on essaye de course en course d'améliorer. Alors, une partie, c'est les upgrades qui arrivent, mais aussi l'autre partie, c'est la compréhension de ce qu'il y a besoin ou pas besoin. Et en fonction de certains circuits, on arrive à un petit peu mieux l'adapter et être un peu plus compétitif. J'imagine qu'aussi au fil des saisons, j'allais dire des semaines, non mais des saisons carrément, vous finissez par connaître les solutions où vous vous dites ah si on fait ça, ça va plaire à Max. Non, ça lui plaira pas trop. J'imagine qu'on connaît maintenant par cœur le pilote référent. Ah oui, c'est sûr que bon, après, bon, les choses évoluent énormément et ce qu'on appelle la corrélation, c'est très important, c'est-à-dire d'être sûr que la voiture se comporte au simulateur comme la vraie voiture, parce que si c'est pas le cas, tu auras tendance à développer des réglages qui font pas forcément de sens. Donc on va dire une grosse partie du travail, c'est la corrélation, déjà avant même de commencer. Une fois que la corrélation elle est bonne, donc des fois on passe des heures à faire de la corrélation, à être sûr d'être capable de régler le comportement de la voiture comme sur la vraie piste. Et ensuite on cherche les solutions. Parce que si tu te mets à chercher tout de suite des solutions et que la voiture est pas bien corrélée, tu vas aller dans les mauvaises directions. Et c'est vrai qu'au fil des années, connaissant Max, les limites, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que des fois, bon, on peut pas faire de miracle, et ben on arrive à trouver des petites choses qui permettent de gagner du temps. Est-ce que Monaco, c'est un sujet sensible actuellement chez Red Bull? Max se plaint souvent des freins sur la RB21. Je me souviens, il y a quelques années, il avait un problème, vraiment, il a eu un problème tout le week-end au freinage de Saint-Dévote, au numéro 1, et ça lui donnait pas confiance, il n'était pas performant, il a été grognon pendant 3 jours. Et est-ce que, connaissant ces problèmes qu'il rapporte régulièrement, vous avez une inquiétude spécialement pour le Grand Prix de Monaco? Qu'est-ce que ça donne au simulateur, les premières tendances? Ouais, non, non, alors honnêtement, bon, ça dépend de tellement de choses, de l'adhérence, est-ce que le circuit était surfacé ou pas, la température des freins, les matériaux de frein. Il y a quand même pas mal d'évolutions aussi de ce côté-là. Donc d'année en année,
c'est différent. Après, euh, il y a surtout une volonté de rendre la voiture mieux sur les circuits bosselés en ville. C'est vrai que ça a été dernièrement pas une qualité de la voiture à Singapour spécialement. Monaco aussi, même si Max avait réussi quand même à gagner. Euh, donc je pense que c'est des fois un peu plus lié vraiment au circuit qu'à la voiture. Mais voilà, d'année en année, on essaye de se rappeler des problèmes qu'on a eus et de trouver des solutions. Alors voilà, sans aller trop dans le détail, il y a plein de choses qui sont mises en place pour essayer de pas avoir de soucis le jour J. Et qu'est-ce qui est fait, pardon Gilles, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui aussi pour aider Yuki Tsunoda à mieux maîtriser cette voiture qui est très pointue, extrêmement pointue? Moi, je pense que Yuki, il a montré à plusieurs moments il pouvait être très compétitif en Q1, en Q2. C'est pas facile de faire toute la qualif jusqu'à la Q3 parfaitement. Je pense qu'il faut du roulage et du temps malgré tout. C'est sûr que il y a des choses qu'on peut faire sur le setup et il travaille dur pour donner de la confiance, d'être capable de bien exploiter la voiture. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est de faire des courses et de mettre des trains de pneus et de faire des séances, d'essais libres et de qualif parce que c'est le roulage qui va donner la compréhension et la confiance. Alors il y a quelque chose aussi qui nous intrigue, c'est ce fameux règlement 2026 qui ne semble pas complètement figé. Il y a encore des tiraillements au niveau du règlement assez étonnant, moteur, d'ailleurs. mais au niveau du châssis, c'est fait. Qu'est-ce que ça donne une monoplace de 2026 déjà au simulateur? Est-ce qu'il y a un premier ressenti qui va donner une direction de ce que ça va donner réellement l'an prochain? Je ne sais pas vraiment objectivement ce que j'ai le droit de dire ou pas, donc je vais un petit peu me Alors, retenir. les Mais voitures sont plus étroites, c'est l'aéro est différent. Quelles sont les grandes caractéristiques de ce nouveau package? bon, c'est quand même très puissant hein, quand il y a le moteur électrique et le moteur thermique qui fonctionnent ensemble. Après, ouais, on va dire que c'est assez agressif sur la manière d'utiliser l'énergie. Je ne vais pas dire grand-chose de plus, mais c'est vrai que les courses, si rien n'est fait entre-temps, elles risquent d'être assez différentes sur la manière dont l'utilisation de la puissance qu'on a, la manière de gérer l'énergie, c'est assez extrême, honnêtement. Donc voilà, je veux pas dire trop de choses, mais c'est vrai que il y a pas mal de boulot encore, hein. On va pas vous embêter parce qu'on sent qu'on est sur un terrain un petit peu compliqué pour vous et Bon, allez. ça aiguise quand même notre. Allez Gilles, on va parler de la BOP. Allez. Oui, on va faire moins problématique. On va parler du championnat du monde d'endurance parce que la prochaine échéance, vous nous l'avez dit, Sébastien, ça sera donc l'épreuve des 6 heures de Spa en championnat du monde d'endurance. Bon, pour l'instant, vous êtes 6e au championnat. Vous êtes toujours associé à Brandon Hartley, Ryo Hirakawa. Les temps sont un petit peu difficiles en ce moment pour Toyota en championnat du monde d'endurance, je me trompe? Euh, je sais pas comment répondre à cette question parce que j'ai l'impression qu'on a fait des superbes courses, que ça soit au Qatar ou à Imola. Imola, ouais. Malheureusement, on n'avait pas la vitesse pour se battre pour mieux. Alors peut-être que Imola, sans la pénalité du full course yellow avec Brandon, on aurait peut-être pu faire un podium, mais on n'a simplement pas la vitesse pour aller plus vite, pour aller devant. Donc il faudra voir un petit peu comment voilà, les choses évoluent durant le reste de la saison, que ce soit avec la BOP ou le reste. Mais moi, je suis assez satisfait de ce qu'on a fait. Et de là où on était au Qatar, les points qu'on a marqués, c'est quand même pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'on avait l'habitude de se battre pour la victoire, de se battre totalement aux avant-postes tout le temps. Là, c'est pas le cas depuis le début. J'espère que ce week-end à Spa, on sera quand même bien plus proche. Je l'espère vraiment. Et voilà, après, il y a Le Mans, ça sera très différent. Donc, c'est encore un petit peu dur pour anticiper. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est mieux que ce qu'on a montré là aussi. Alors, la Toyota, quand même, est l'une des voitures les plus vieilles du plateau. Est-ce Ouais. que ça aussi, ça se ressent un petit peu dans la marge de progression ou le développement? Est-ce que vous n'arrivez pas au bout de quelque chose? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, c'est un bon point. Mais je pense que c'est une excuse parce que je pense que nous, on est une équipe qui sommes là maintenant on est là depuis longtemps. Donc, objectivement, on a moins de marge de progression qu'une équipe qui arrive. Du reste, on a gagné énormément de courses ces 2 dernières années.
par la stratégie, par la fiabilité, par le fait de ne pas avoir fait d'erreur. Pas forcément en étant plus rapide, mais ne pas avoir commis d'erreur. Et les autres, maintenant, sont en train de faire moins d'erreurs. Donc, c'est pas voilà, forcément une histoire de vitesse. Et je pense que nous, on a déjà tout qui est bien optimisé. Les autres, maintenant, optimisent un peu plus et ils sont proches. Donc, à nous maintenant voilà, d'essayer de trouver encore des petits détails, mais surtout de faire des belles courses clean, sans erreur. Parce que je pense que voilà, si on réduit les erreurs au minimum, on va être capable quand même de se battre pour le podium à toutes les courses. Moi, je voulais vous faire une proposition parce qu'on voit souvent des images quand vous n'êtes pas au volant de votre voiture. Vous êtes devant les écrans dans le garage chez Toyota et vous commentez la course. Est-ce que le jour où vous raccrochez les gants, vous ne voulez pas venir chez nous commenter les courses parce qu'en plus, ça serait intéressant. Ouais, c'est vrai que quand tu connais tout de l'intérieur, c'est toujours un peu différent, mais non, c'est vrai qu'on parle avec les autres pilotes des choses qu'on voit, des choses qu'il faut qu'on améliore. Quand t'es pas encore monté dans la voiture, tu essaies de récolter un maximum de données, d'informations. Par exemple, à Imola, je suis monté à la toute fin, ce qui est assez rare pour moi. D'habitude, je prends le départ. Donc là, tu as toute la course qui est en train de se faire, le circuit qui évolue, les pneus qui s'usent et tu montes à la fin. C'est totalement différent de ce que j'avais l'habitude. Donc ouais, on a tendance à bien communiquer avant de monter en voiture. C'était la guerre à Imola, en tout cas. Quand vous avez pris le volant, on a senti là, que c'était le Sébastien Buemi, presque avec le bandeau autour autour de la tête et qui partait au combat. Ouais, j'avais l'impression de pas forcément être dans la même catégorie que la Ferrari, mais je suis très fier en tant qu'équipe qu'on ait réussi à les garder derrière et en soi à pas perdre beaucoup de points au championnat. Sans vouloir vous embêter, parce que je sais qu'il y a des règles très strictes et que les pilotes n'ont pas le droit de parler de la BOP, mais j'ai un peu l'impression que moi, Toyota, c'est un peu l'élève sage, un peu trop sage par moment, qui aurait peut-être besoin d'aller voir les gens, les régulateurs, en leur disant « Hey, ça serait bien quand même de libérer un petit peu cette voiture ». C'est votre sentiment aussi ou pas ? Ouais, j'ai toujours un peu de peine avec cette manière de faire, mais c'est vrai que voilà, moi je pars du Qatar, je pars d'Imola, j'ai pas de regrets, donc je pense que ça veut tout dire. C'est l'impression d'avoir optimisé. Et si en ayant optimisé un maximum, on peut pas se battre devant, voilà, il n'y a pas de miracle. Donc je vais pas regretter. Je vais continuer de faire le maximum et espérer que les choses évoluent dans le bon sens. Stéphane. Alors, on ne sait pas ce que ça donnera réellement sur la piste, les voitures, les monoplaces de Formule 1 de 2026. Ce week-end, à Miami, on a entendu parler du projet d'augmenter la vitesse de passage des voitures dans les stands, de le relever de 80 à 100 km/h, de sorte de rendre plus compétitif un arrêt au stand, en tous les cas d'arriver à amortir un petit peu plus facilement, en fait, de pousser à avoir deux solutions qui seraient l'idéal sur chaque Grand Prix, une stratégie un arrêt, une à deux, ou une à deux et une autre à trois. Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'aller vers cette solution-là, parce qu'on parle là clairement de sécurité, et est-ce que la solution, ce ne serait pas plutôt une offre un peu plus élargie de Pirelli? Je détaille un petit peu. Pirelli arrive avec 3 mélanges chaque week-end, choisis parmi 5, en fait, c'est un C2, C3, C4, selon leur dureté, du plus dur au plus tendre. Et parfois, on s'aperçoit qu'il y a des équipes qui délaissent un mélange parce qu'il ne convient pas à la voiture. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Pirelli arrive avec 5 mélanges le vendredi matin, qui soient centrés sur C2, C3, C4, et que chaque équipe, en fait, puisse dire, nous, en fait, non, on va décaler d'un cran vers le plus tendre ou vers le plus dur parce que ça nous arrange. Et finalement, ça permettrait un petit peu aussi d'aider et de rendre compétitives certaines équipes qui auront du mal sur ce circuit. C'est une bonne question. Après, je pense que logistiquement, faire venir plus de pneus, c'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Après, il y a des problèmes de fiabilité du pneu aussi. Donc, je pense que monter à 100 km/h, c'était le cas quand moi j'ai roulé en F1, en tout cas en 2009. Je me rappelle que c'était 100 à l'heure en course, le pit lane. Ça dépend, certains pit lane, il n'y a aucun problème à être à 100 km/h.
D'autres pit lanes, peut-être comme Monaco, c'est peut-être pas la chose Ouais. idéale d'être à 100 km/h. C'est une manière de faire. Il faudrait calculer exactement combien de secondes tu gagnes dans le pit lane parce que de nouveau, là aussi, ça dépend de la longueur du pit lane. Si c'est un petit pit lane, ça va pas faire beaucoup. S'il est très long, ça risque de faire beaucoup. Donc, je pense que c'est tout des discussions à avoir. Mais aujourd'hui, sur les nouveaux grands circuits larges, objectivement, 20 km/h de plus dans le pit lane, c'est pas un gros problème. On va vous remercier, Sébastien Buemi, d'avoir été dans les fous Merci. du volant aujourd'hui, en vous souhaitant bonne route vers Spa. Je rappelle que donc les 6 heures de Spa, c'est samedi le départ à 14 heures. On sera en action tous les deux, Seb. Enfin, je ne sais pas si vous prenez le départ. Moi, a Merci. priori, oui. Moi, je serai au micro et vous serez au volant. Super. Je vous Merci d'avoir remercie été en tout avec cas. nous. Merci bien. Sébastien. Au revoir. Salut. Au revoir. Bon, bah voilà, encore une belle édition des Fous du Volant avec du Sébastien Buemi, du Guillaume Pacini. On a parlé un petit peu de tout. On aurait des choses à dire aussi chez Mercedes. On va falloir qu'on s'y attaque aussi un petit peu plus. On a eu Gwen Lagrue il y a quelques semaines. On vous le redit effectivement à quel point Andrea Kimi Antonelli est une pépite. Il suit une courbe de progression sévère en Formule 1. Ouais. C'est incroyable les quantités d'informations qu'il doit ingurgiter, les progrès qu'on lui demande de faire pour se mettre au niveau de Russell. Et il semble même qu'il ait légèrement dépassé l'anglais. Ça doit quand même le faire un petit peu bizarre. Il est installé dans l'équipe. Il y a un jeune qui arrive, il a 18 ans. C'est bluffant. En tout cas, il y a quelques signaux qui peuvent aussi pousser George Russell, même s'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a en ce moment et qu'il le fait bien, mais on sent qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. On sait qu'Antonelli, il a beaucoup roulé l'année dernière, qu'il a été vraiment préparé, mais il se retrouve quand même chez Mercedes et il fait des choses incroyables. Ça sera forcément l'un des sujets à venir. On a parlé championnat du monde d'endurance, on vous rappelle le rendez-vous samedi à partir de 14h, les 6 heures de Spa. Une course à Spa avec des voitures qui vont vite, ça ne se loupe pas, Stéphane, tu es d'accord avec moi ? Ah bah, complètement. Là, et puis c'est la mise en bouche des 24 heures du Mans aussi, donc c'est toujours assez excitant. Ouais. Et donc le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui lui aura lieu donc on va dire dans une dizaine de jours, ça sera le 18 mai pour ce Grand Prix donc à Imola. Et nous on se retrouvera avec Stéphane le mardi suivant pour une nouvelle édition des Fous du Volant. D'ici là Stéphane, On coupe le contact.